est 19 h, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République d'Afrique du Sud entame aujourd'hui une visite d'État en Algérie à l'invitation du président de la République. L'Algérie et l'Afrique du Sud renforceront leur alliance sur les fronts politiques et économiques. Les deux nations se positionnent en défenseurs des droits aux opprimés. Coup d'envoi de la 3e édition de la conférence africaine des startups. Dans une allocution liant en son nom par le Premier ministre, le président de la République a affirmé que cet événement est devenu un rendez-vous continental qui confirme l'engagement des Africains à relever les défis futurs. Véritable séisme parlementaire hier soir en France. Un vote historique à l'Assemblée nationale renverse le gouvernement de Michel Barnier. Une première depuis 1962 qui secoue la scène politique française. Au Maroc, un trafic de drogue à très grande échelle. Des drones transportent de la drogue vers l'Afrique et l'Europe. En parallèle, des familles entières se retrouvent jetées à la rue, victimes d'expulsions massives et brutales. Une situation alarmante qui révèle les dérives du régime de Barzani. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. À l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République d'Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, entame aujourd'hui une visite d'État en Algérie. L'Algérie et l'Afrique du Sud, deux voix puissantes du continent, ont bien l'intention de renforcer leur alliance sur les fronts politiques et économiques. Entre solidarité pour les justes causes et actions concrètes sur la scène internationale, les deux nations se positionnent en défenseurs des droits des opprimés, comme en témoigne leur engagement respectif pour Gaza. Intéressons-nous ce soir à cette coopération qui fait parler d'elle au-delà des frontières. Ahmed Khairdine et Badé Amarni. L'Algérie et l'Afrique du Sud entretiennent des relations profondes qui remontent loin dans l'histoire. Ces deux pays frères partagent une vision commune sur la nécessité de renforcer la coopération économique et de hisser la coopération bilatérale à la hauteur des ambitions des deux pays qui œuvrent dans l'intérêt de leur peuple. Nous avons des relations bilatérales fortes. Nous ambitionnons de les renforcer davantage, notamment sur le plan économique. Entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, nous avons des positions communes et nos relations politiques sont très bonnes. C'est pourquoi nous œuvrons à bâtir des relations économiques fortes pour répondre aux aspirations de nos deux peuples. L'Algérie a énormément d'expérience dont nous voulons nous inspirer, notamment en matière des ressources humaines et du développement des compétences. L'Algérie possède de grandes références dans le domaine de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi nous souhaitons que nos étudiants puissent visiter les universités algériennes. Nous allons signer un mémorandum d'entente entre l'Agence spatiale algérienne et l'Agence nationale de l'espace en Afrique du Sud. Nous pourrons entamer une coopération dans ce domaine et même dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alger et Johannesburg entendent renforcer aussi leur coopération et échanger leurs expériences dans d'autres domaines, l'énergie et les mines, les transports, les infrastructures de base, la lutte contre le terrorisme et du crime organisé. L'Algérie et l'Afrique du Sud ont des visions communes et surtout constantes vis-à-vis de nombreuses causes justes de par le monde, la question palestinienne et le Sahara occidental entre autres. Depuis de nombreuses tribunes, l'Algérie était la première à appeler la communauté internationale pour arrêter le génocide contre les civils dans la bande de Gaza, tandis que l'Afrique du Sud a pris l'initiative d'introduire une plainte contre l'entité sioniste auprès de la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et contre l'humanité. Les relations bilatérales fortes entre nos deux pays remontent à très loin. Nous reconnaissons le soutien du peuple algérien et du gouvernement apporté à la lutte menée en Afrique du Sud pour son indépendance. Depuis, nos relations ont été établies et se sont renforcées. Les relations entre l'Afrique du Sud et l'Algérie dans le domaine de la défense sont très bonnes. En septembre dernier, nous avons organisé une réunion de la Commission de la Défense en Afrique du Sud. Les discussions ont été fructueuses et nous sommes sortis avec de nombreuses décisions. L'Algérie, fidèle à ses principes et à ses relations, a baptisé le stade de Barraqi du nom de Nelson Mandela en reconnaissance de son parcours de militant inlassable contre l'apartheid.
Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et son homologue sud-africain, Raouna Lamola, ont donné aujourd'hui le coup d'envoi des travaux de la 7e réunion ministérielle de la 7e session de la Haute Commission mixte algéro-sud-africaine. Le forum économique algéro-sud-africain marqué par le slogan « Pour un partenariat durable et productif » et auquel participent plus d'une quarantaine d'acteurs économiques des deux pays. Il est question des moyens d'améliorer les perspectives de coopération bilatérale dans de nombreux secteurs vitaux. Le coup d'envoi de la 3e édition de la conférence africaine des startups dédiée à l'intelligence artificielle et à la promotion du climat des affaires et de l'entrepreneuriat en Algérie et en Afrique a débuté aujourd'hui au Centre international des conférences Abdellatif Rahal à Alger. Placé sous le patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune et organisé par le ministère de l'économie et de la connaissance, des startups et des micro-entreprises et l'accélérateur public Algeria Venture. L'événement attend la participation de plus de 25 000 visiteurs, 45 ministres de pays africains, plus de 500 startups et de plus d'une centaine d'investisseurs venus de 50 pays africains. Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre Nadel Arbaoui, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la conférence africaine des entreprises est devenue un rendez-vous continental qui confirme une fois de plus l'engagement des Africains à relever les défis futurs et édifier les bases d'un système africain basé sur l'innovation et la complémentarité pour bien exploiter les potentialités de nos pays et renforcer la position de notre continent à l'échelle internationale. Le président de la République a affirmé qu'en abritant cette conférence, l'Algérie réitère sa fidélité à l'esprit de coopération et de solidarité et à la lutte de nos aïeux pour la liberté, la dignité et la prospérité des Africains dans tout le continent. Le président de la République a ajouté que cette conférence permet à une nouvelle génération des bâtisseurs de l'Afrique de se réunir, de reprendre le flambeau des ancêtres qui se sont révoltés contre l'oppression et le colonialisme. Le président de la République a rappelé également que la nouvelle Afrique, fidèle au sacrifice de plusieurs générations de résistants et nationalistes à travers tout le continent, inspire les nouvelles générations pour relever les défis et d'aller sereinement vers un avenir capable de maîtriser les nouvelles technologies et d'accélérer dans des domaines plus complexes comme l'intelligence artificielle. Je propose d'écouter le Premier ministre Nadel Arbaoui. هذا اللقاء الذي أصبح موعدا قاريا لتأكيد معا التزامنا كأفارقة برفع رهانات المستقبل وإرساء أسس بناء منظومة قارية وقوامها الابتكار والتكامل من أجل الاستغلال الأمثل لقدرات دولنا وتعزيز مكانة قارتنا على الصعيد الدولي. Le Conseil de la Nation a exprimé aujourd'hui sa ferme condamnation et son rejet total de toute ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie. Le Conseil de la Nation a exhorté à ce titre les membres du Parlement européen qui ont désavoué leur position et qui se sont permis de se prononcer et de débattre sur les libertés, la liberté d'expression en Algérie ainsi que sur une affaire intérieure d'un État souverain, à exiger de leur capitale et autorités officielles l'application stricte de la loi, sans retour en arrière, et de se conformer inconditionnellement aux décisions de la Cour pénale internationale, en poursuivant et en arrêtant les criminels de guerre sionistes et responsables d'une guerre d'extermination et d'une épuration technique imposée à Gaza depuis 14 mois, sous le regard d'un monde majoritairement spectateur, un génocide dans lequel seuls quelques-uns ont fait prévaloir la vérité et les voix de leur conscience. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Al-Qab, a pris part aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 57e réunion du comité ministériel conjoint de suivi OPEP, non-OPEP et de la 38e réunion ministérielle des pays de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP. Lors de cette réunion, il a été décidé de la prolongation de la réduction de la production de l'ensemble des pays membres de l'OPEP+, jusqu'à la fin de l'année 2026 et la prolongation de la période du remplacement de l'excédent de la production jusqu'au mois de juin de la même année. Mohamed Al-Qab a salué la décision de prolonger la réduction de la production de 3 mois supplémentaires et a qualifié cette décision de sage et responsable puisqu'elle permettra de stabiliser les marchés internationaux de pétrole avant d'ajouter que les ministres de l'OPEP+ poursuivront le dialogue ainsi que le contrôle intensif du marché. Le ministre de l'Industrie, Sefi Riyeb, a examiné aujourd'hui à Alger avec le ministre tunisien de l'économie et de la planification, Samer Abdelhafid, les opportunités de partenariat dans le domaine de l'industrie et de la production pharmaceutique entre les deux pays.
Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, les ministres ont examiné l'état de la coopération et du partenariat entre l'Algérie et la Tunisie dans le domaine de l'industrie et de la production pharmaceutique, ainsi que les perspectives de leur promotion pour être à la hauteur des relations bilatérales privilégiées entre les deux pays voisins et les deux peuples frères, sous la direction des présidents des deux pays, Abdelmadjid Tebboune et Kais Saïd. Les deux parties, en tout cas, ont passé en revue un nombre de domaines pouvant offrir des opportunités de partenariat entre les entreprises algériennes et tunisiennes, telles que le textile et le cuir, la production pharmaceutique, les industries agroalimentaires, dont les huiles naturelles, ainsi que les pièces de rechange automobile, ainsi que le domaine de l'homologation. La France, plongée dans une crise politique et institutionnelle inédite, a vécu hier soir un véritable séisme parlementaire. Le gouvernement de Michel Barnier a été renversé par une large majorité à l'Assemblée nationale. Ce vote de censure, une première depuis 1962, reflète les profondes tensions qui traversent la scène politique française, marquée par des divisions idéologiques et une contestation qui ne cesse de croître. Sabrina Keshoud. Censuré. En France, le gouvernement de Michel Barnier n'aura pas fait long feu. 3 mois jour pour jour après sa nomination, l'éphémère Premier ministre a déposé sa démission auprès du président Emmanuel Macron. Ce dernier disait ne pas croire à un tel vote. Les faits l'ont désavoué puisque son Premier ministre a été renversé par 331 députés, une très large majorité. Jusqu'au bout, le président français aura voulu jouer avec des institutions qui apparaissent à bout de souffle, créant les conditions d'une crise sans précédent. Il a procédé le 9 juin dernier à la dissolution de l'Assemblée nationale, provoquant le vote populaire pour une toute nouvelle législature, le justifiant par la crainte d'une censure du gouvernement d'alors. À noter que c'est pour la première fois depuis 1962 qu'un Premier ministre a été renversé par l'Assemblée nationale française après avoir vu sa responsabilité engagée. Macron aura donc été l'artisan de la situation difficile que son pays et sa population vivent. Il est à rappeler qu'il a choisi de nommer un Premier ministre issu des urnes cet été, comptant jusqu'au bout, à l'instar de son Premier ministre déchu, sur les voies d'une extrême droite qui ne cesse d'être nourrie par un discours politique et médiatique islamophobe, anti-migrants et anti-immigrés. Ce sont pourtant les forces de gauche qui étaient arrivées en tête de ces législatives controversées. Un tel jeu politique n'est pas sans conséquence. La France n'a notamment pas voté son budget pour 2025, dans un contexte de crise économique qui l'a déclassé auprès de ses créanciers. Les agences internationales de notation ont confirmé ce matin que le départ de Barnier réduit la probabilité d'une consolidation des finances publiques du pays. Emmanuel Macron a annoncé s'adresser ce soir aux Français. Il lui faudra trouver des solutions et les mots justes pour parler à sa nation et, après celle de son Premier ministre, éviter sa propre chute, réclamée notamment par la France insoumise. Le 4 décembre marque une date sombre dans l'histoire de l'Algérie, le 172e anniversaire du massacre de l'Arwat. Une tragédie qui reste gravée dans la mémoire collective. Cette commémoration dépasse le simple devoir de mémoire. Elle ravive une flamme, celle du souvenir d'innocents qui ont payé de leur vie sous le joug colonial. L'occasion ce soir de rendre hommage aux martyrs tout en rappelant l'importance de préserver, de transmettre l'histoire aux générations futures. Rina Lorari. Soumise à toutes les horreurs de l'armée coloniale, la wilaya de l'Arwat se remémore chaque année le tragique massacre perpétré contre les civils, y compris les femmes et les enfants, entraînant la mort de plus de 3500 personnes. Ce crime odieux, marqué par une brutalité inouïe, a laissé des traces indélébiles dans l'histoire de cette région. Ce lieu est connu comme étant le cimetière des milliers de martyrs, victimes du massacre du 4 décembre 1852. On estime que plus de 80 personnes ont été brûlées vives selon les recherches récentes. L'année de ce terrible massacre a été décrite comme l'année des Shkayer. Selon les historiens, c'est la première fois que l'armée coloniale utilisait des obus chargés de chloroforme et de gaz lors de ce massacre, resté gravé à ce jour dans la mémoire collective sous l'appellation de Am el-Khalia, s'ajoutant ainsi aux nombreux crimes imprescriptibles contre l'humanité perpétrés durant la colonisation française à l'encontre du peuple algérien. Et pour honorer les victimes de ce crime colonial, une conférence a réuni historiens et défenseurs des droits humains à l'université de l'Arwat. Il s'agissait de transmettre aux générations futures les vérités historiques et dénoncer les tentatives de manipulation qui cherchent à minimiser ces atrocités. Yemina Saïdji.
Le 172e anniversaire des enfumades de l'Arwat, survenu le 4 décembre 1852, permet de se remémorer cet épisode tragique de notre histoire et d'en tirer des enseignements. À cette occasion, une conférence a été organisée à l'université de l'Arwat par le réseau de la société civile de lutte contre la pensée néocoloniale mondiale sous l'égide du ministère des Moudjahidines et des ayants droit. La doctrine de l'oppression des peuples colonisés et des massacres de masse demeure une caractéristique essentielle du colonialisme, à travers toutes les époques et toutes ses formes. Le massacre de l'Arwat, tragédie inscrite dans les pages sombres de notre histoire, constitue l'un des crimes les plus atroces contre l'humanité. Le néocolonialisme, à travers ses démarches, s'efforce à blanchir ces atrocités en les présentant sous d'autres formes afin d'induire en erreur l'opinion publique mondiale. Le colloque a été marqué par l'intervention de nombreux historiens spécialisés du mouvement national et de défenseurs des droits de l'homme qui ont exploré les dimensions historiques et humaines de la résistance populaire. Ils ont souligné la nécessité de transmettre aux générations futures un message clair et authentique. Il est primordial de transmettre aux générations futures un message clair et authentique à l'abri des manipulations visant à masquer les crimes commis contre les habitants de l'Arwat en 1852 et les années qui ont suivi. La commémoration de cet événement s'inscrit dans le cadre de la volonté de préserver la mémoire collective et de reconnaître ce massacre comme un crime prémédité, orchestré par les autorités coloniales dans l'unique but d'exterminer la population de l'Arwat. Ce drame constitue sans équivoque un crime contre l'humanité. Des voix s'élèvent à l'international pour dénoncer la situation au Sahara occidental, notamment après l'appel du groupe interparlementaire de Navarre en Espagne qui a plaidé pour l'organisation immédiate d'un référendum pour mettre fin à l'occupation marocaine. La conférence de Lokoko a renforcé cette position. En parallèle, un rapport de la Ligue de protection des prisonniers sahraouis a mis en lumière les sévères violations des droits humains. Les organisations internationales sont appelées à agir. Bede Amani. Le groupe interparlementaire de Navarre en Espagne a décidé d'établir un vaste programme de mobilisation internationale pour l'organisation immédiate d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental occupé par le Maroc. Ce groupe a rendu public cette décision suite à la 48e conférence européenne de solidarité avec le peuple sahraoui ECOCO tenue récemment au Portugal. L'objectif à travers cette démarche est de faciliter au peuple sahraoui l'exercice de son droit à l'indépendance conformément à toutes les déclarations des Nations Unies, en particulier les résolutions 1514 et 3437. Le groupe interparlementaire de Navarre rappelle que l'une des résolutions de la conférence ECOCO est de mettre fin à l'occupation, ce que, selon lui, l'ONU doit faire impérativement en priorité absolue sous peine de perdre toute crédibilité, ajoutant que la défense des droits du peuple sahraoui équivaut à la défense de la Charte des Nations Unies en mettant fin aux violations des droits de l'homme au Sahara occidental. Justement, un rapport de la Ligue de protection des prisonniers sahraouis a révélé l'oppression et les injustices subies dans les prisons du Marzen avec une intensification de la répression et des arrestations arbitraires exercées par les autorités d'occupation marocaines à l'encontre des Sahraouis qui luttent pour la liberté et la justice. Dans ce rapport annuel, la Ligue a noté que les autorités marocaines continuent de nier le droit des citoyens et des militants sahraouis à un procès équitable en les soumettant à des poursuites judiciaires illégales basées sur des procès-verbaux falsifiés et signés sous la contrainte et la torture en violation totale des garanties prévues par les lois procédurales. Nous appelons toutes les organisations des droits de l'homme pour venir voir la situation de nos enfants en prison. Nous demandons leur libération. Nous continuerons la résistance pour la libération du Sahara occidental. Les organisations mondiales des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme devant une telle situation. La Ligue de protection des prisonniers sahraouis a précisé que la persistance de ces violations menace la sécurité et la stabilité de la région, appelant les organisations internationales à prendre des mesures efficaces pour faire pression sur les autorités marocaines afin de respecter les droits de l'homme et de protéger la liberté d'expression au Sahara occidental.
Le Maroc, accusé d'orchestrer un trafic de drogue à très grande échelle, fait face à des critiques internationales. Les barons protégés par le Marzen utilisent désormais des drones artisanaux pour acheminer des substances illicites vers l'Afrique et l'Europe. Malgré les appels à des enquêtes transparentes, le régime continue d'instrumentaliser ce commerce, notamment en maintenant la pression autour de la question du Sahara occidental. Yamina Saïdji. Les plantations de cannabis au Maroc sont l'épine dorsale d'un système criminel dirigé par les barons du régime du Marzen. Un régime corrompu qui a fait du trafic de drogue une véritable stratégie d'État. Dans une escalade inquiétante, des drones de fabrication artisanale capables de parcourir jusqu'à 50 km et de transporter plus de 10 kg de drogue par voie aérienne sont désormais utilisés pour inonder les pays voisins de l'Afrique et de l'Europe de cannabis et d'autres substances illicites. Ces barons protégés par un système complice alimentent une menace transfrontalière qui s'étend chaque jour davantage, sacrifiant la sécurité et la santé des populations. Un crime d'État d'une gravité sans précédent sous les yeux d'une communauté internationale trop souvent silencieuse. Les appels internationaux se multiplient pour contraindre le Maroc à ouvrir des enquêtes transparentes afin de dénoncer les responsables derrière ces réseaux criminels dont les activités ne cessent de s'étendre jour après jour. Cependant, les procès simulés au Maroc discréditent le système judiciaire, notamment en raison de l'intervention de hauts responsables du régime pour protéger les barons de la drogue. Ignorant les enquêtes internationales, le régime du Marzen continue, sous le prétexte de la légalisation du cannabis, d'investir dans ce secteur, le considérant comme un outil et une arme qu'il a toujours utilisée, en parallèle avec l'immigration clandestine pour faire pression sur les pays voisins, notamment européens, concernant la question du Sahara occidental. La police portugaise a annoncé aujourd'hui le démantèlement au nord de Lisbonne de l'un des plus grands laboratoires de cocaïne d'Europe. Une opération qui a conduit à 7 arrestations, dont celle d'un Marocain, et à la saisie d'environ 1,5 tonnes de drogue. L'enquête entamée il y a un an, grâce à un échange d'informations avec les autorités colombiennes, espagnoles et américaines, a abouti à l'arrestation d'un Marocain, de 4 Portugais et de 2 Colombiens, âgés de 29 à 56 ans. La police judiciaire portugaise a également indiqué qu'il s'agissait d'un groupe criminel très organisé qui était chargé d'introduire de grandes quantités de cocaïne sur le continent européen. Au Maroc, toujours, des familles entières se retrouvent jetées à la rue, victimes d'expulsions massives et brutales. Une situation alarmante qui révèle les dérives d'un système accusé de bafouer les droits fondamentaux de ses citoyens. Vous écouterez des témoignages poignants sur l'injustice et le désespoir vécu par ces familles, vulnérables, contraintes de survivre sans toit et sans perspective d'avenir. Rina Lohari. Le Marzen poursuit sa politique de spoliation et d'oppression envers son propre peuple. Depuis quelques jours, des centaines de familles marocaines se retrouvent dépossédées de leur maison, expulsées de force et sans préavis. Nous sommes des centaines de familles dans l'attente d'un logement. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés à la rue. Ce système est injuste et les dirigeants sont tous corrompus. Le peuple marocain souffre et personne ne s'inquiète de son sort. Nous vivons dans la rue à présent et on tente de survivre comme on peut en attendant que notre situation s'améliore. Ce que vivent aujourd'hui ces familles marocaines n'est pas une question de logement, mais un déni total de leur dignité. Depuis la promulgation par le gouvernement marocain de la loi facilitant la naturalisation des juifs d'origine marocaine, les expulsions et expropriations se multiplient à travers tout le territoire, obligeant des familles entières à laisser place à des propriétaires fantômes. Nous avons grandi et vécu ici et maintenant nous sommes des sans-abri. Mon père a travaillé toute sa vie pour pouvoir s'acheter 2 appartements. Un qu'il a loué pour gagner de l'argent et un autre que nous habitions avant que les agents de la police débarquent pour nous expulser. Mon père a 86 ans. Où voulez-vous qu'il aille? Ce que nous vivons est injuste. Ces actes ne sont pas des erreurs isolées, mais bien les conséquences d'un système totalitaire en place qui, à travers ses politiques injustes, prouve une fois de plus que l'intérêt du peuple marocain est bel et bien le dernier de ses soucis. Le président conservateur sud-coréen Yoon Suk-yeol s'accroche au pouvoir, son parti s'opposant à la motion de destitution qui doit être mise au vote samedi au Parlement, après la tentative ratée du chef de l'État d'imposer la loi martiale dans le pays.
Retour au pays avec une actualité porteuse de fierté pour le patrimoine algérien après l'inscription de la Chedda de Tlemcen sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 2 nouveaux trésors de notre héritage traditionnel rejoignent ce prestigieux registre. La Gandoura et la Mlehfa ont été officiellement inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une reconnaissance internationale qui vient là non seulement saluer la richesse de nos traditions, mais aussi son rôle dans la transmission de l'identité culturelle. Yamina Saïdi. La Gandoura et la Mlehfa viennent d'intégrer la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 2 costumes féminins de cérémonie qui occupent une place centrale dans le patrimoine du Grand Est algérien. Leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est le fruit des efforts conjoints des artisans, des institutions culturelles et des chercheurs algériens qui ont tenu à mettre en valeur ce savoir-faire ancestral transmis de génération en génération, qui reflète une maîtrise artisanale unique, mêlant précision et créativité. À cette occasion, le ministre de la Culture et des Arts a affirmé que cette reconnaissance par l'UNESCO met en lumière la valeur inestimable de notre patrimoine immatériel et renforce notre engagement à le préserver pour les générations futures. L'inscription de la Gandoura et de la Mlehfa sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité constitue une reconnaissance internationale supplémentaire du riche patrimoine culturel vivant de l'Algérie, hérité à travers des siècles. Elle reflète également la qualité scientifique et rigoureuse du travail accompli par les experts algériens qui ont élaboré ce dossier avec soin et professionnalisme. Je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements aux membres de l'organisation d'évaluation pour leur analyse précise et objective, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à ce succès. Par ailleurs, cette inscription illustre le caractère exemplaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui continue d'être un modèle incontournable dans le paysage mondial pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel. Ce nouvel acquis s'ajoute à une série d'autres éléments du patrimoine algérien déjà inscrits par l'UNESCO, consolidant ainsi la place de l'Algérie sur la scène culturelle internationale. Cependant, cette reconnaissance s'accompagne d'une responsabilité, celle de continuer à sauvegarder, transmettre et promouvoir ces trésors culturels qui font la richesse et la diversité de notre culture. La Gandoura et la Mlehfa, symbole d'élégance et de savoir-faire, incarnent l'identité et le raffinement des traditions algériennes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Très bonne soirée à vous.